nos amis qui sont au gouvernement également, honorable Premier vice-président, merci d'être venu. Et aux autres, nous vous disons merci. En ce moment, le professeur Bongeli s'excuse, il devait être avec nous, mais là, il n'a pas eu l'avion hier à partir de Kisangani où il se trouve. Je vous présente également les excuses du professeur Jacques Ndoli, qui devait être avec nous cet après-midi, mais que vous verrez dans les jours qui viennent. Mes excuses également du professeur Évariste Bouchab, qui est bloqué dans un embouteillage, qui tenait absolument à être avec nous parce qu'il a également publié dans la revue. Je préfère bien les mots utilisés tout à l'heure par le représentant de l'ancien Premier ministre Muzito, c'est que les scientifiques récupèrent les débats. Les scientifiques récupèrent les débats. Parce qu'un débat sur un sujet aussi important, au lieu qu'il soit laissé dans la rue, sur les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook, nous suivons régulièrement nos amis sur les journalistes et des médias, mais au moins aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les universitaires récupèrent ce débat. Et beaucoup de gens n'ont pas vraiment bien compris la chose. Nous étions ici le 18 février 2006. Nous étions ici. Parlant déjà de perspective de la Constitution du 18 février 2006. Chacun a défendu ce point de vue. Le pauvre Babaka n'était pas là, il avait envoyé son texte. C'était une 4e République. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas d'accord. Notre aîné, le professeur Ndaïwel, il avait également donné sa position. Pour lui, il fallait revenir à la constitution de la conférence nationale, compte tenu de ce qu'elle représentait pour nous, et bien d'autres. Pour le moment, je vais me contenter de lire ce que le professeur Bongeli m'a demandé de vous lire. Donc je vais essayer de le faire religieusement. Il a dit, prof, je manquais d'être là, mais je voudrais que vous puissiez lire ce que j'écrivais. Et ça, le professeur Bongeli l'écrivait dans notre revue, volume numéro 9, numéro 1 et 2, en 2002. Le livre de professeur Bongeli, son article date de 2002. Et il m'a demandé de lire quelques extraits de son article à votre intention. C'est ce que je vais faire. Il a demandé que je lise page 64 et page 65. Je vais le faire religieusement. La Constitution du 18 février 2006. Je signale qu'il écrit en 2022, excusez-moi. Cette Constitution fait l'objet de plusieurs débats. Et comme d'habitude dans la République démocratique du Congo, tout le monde croit pouvoir en parler. La Constitution, dont certains, spécialement les juristes, ne souhaitent ni la révision, ni même la moindre évocation critique, mérite pourtant d'être questionnée, si pas être courageusement remise en question, eu égard aux effets douloureusement ressentis du fait de son opérationnalisation alambiquée. Je continue. Je sais qu'il suit à partir de Kisangani parce que nous sommes suivis en ligne. D'abord, son origine. Qui critique son origine? Francis Kalombo, qui s'est intéressé au procédé d'élaboration des constitutions RD congolaises et de ses conséquences politiques et institutionnelles, établit que les malentendus suscités et générateurs de crises institutionnelles et politiques passées et présentes ne sont pas étrangers aux conditions de production de ces constitutions, notamment celles en cours. Cette dernière, comme la loi fondamentale de 1960, aurait été rédigée en Belgique, plus précisément par les experts de l'Université de Liège, institution universitaire idéologiquement européaniste, donc philosophiquement coloniale. Je crois, le prof Bongeli citait Francis Kalombo. Il continue, il m'a demandé de vous lire. Il y a des collègues qui se réclament co-rédacteurs de la Constitution du 18 février 2006. Mais travailler sur une mouture déjà prête
est loin d'être synonyme d'en être le ou les concepteurs. L'auteur de cet article a lui-même participé à son adoption en sa qualité de député de l'époque. Il connaît les méthodes cavalières utilisées pour la faire adopter dans la précipitation, comme ce fut le cas pour la loi électorale. Je continue sur la page 65 à la demande du professeur Bongeli. En ce qui concerne sa légitimation, le sociologue Koko Yumen a réalisé un travail de sociologue sur le référendum de 2005 qui a fait valider ce texte par le peuple. Son étude a porté certes sur la circonscription électorale quinoise de Moamba. Néanmoins, il a fait des révélations intéressantes et généralisables sur l'ensemble du pays, sur cette constitution à laquelle certains semblent vouer un culte fou. Pour lui, cet épisode électoral avait de fortes ressemblances avec un marché de dupes, car ni les députés, dont l'auteur lui-même, ni les propagandistes, ni les électeurs abusés, tous n'avaient jamais pris connaissance du contenu de ces textes fétiches. C'est le pauvre Bongeli qui écrit. Écrit en français que les votants ne maîtrisent pas, sans parler de l'illettrisme des Congolais, même universitaires, qui abordent la lecture même de leur propre constitution. Tout s'est passé comme si cette matière n'intéresse que les seuls juristes, dont la plupart trouvent un texte prêt à être pris, mis en route et à être diversement commenté. Je vais arriver à la dernière page. Pourtant, un regard intellectuel critique sur cette constitution, page 66, un regard critique sur cette loi des lois laisse entrevoir qu'il s'agit d'un texte constitutionnel fait pour diviser et qui divise, fait pour semer la confusion et qui sème la confusion au sein d'une élite politique dont la médiocrité est de notoriété publique. C'est le professeur Bongeli. Et j'arrive à sa fin. Il m'a également demandé plaidoyer pour une nouvelle constitution. C'est le prof Bongeli qui écrit en 2022. Cet article constitue une interpellation lancée à l'élite congolaise tout entière sur l'élaboration d'une constitution réellement congolaise. Cette tâche constitue une question de vie ou de mort pour la nation congolaise. Fin de citation. Voilà. Le prof Bongeli peut avoir suivi. Il m'a demandé expressément de lire ce qu'il écrivait en 2022. Quand il parle d'une constitution qui n'est pas réellement congolaise, le prof Bongeli, que tout le monde connaît comme un grand sociologue, il n'est pas politicien. Il n'est pas chef d'un parti politique qu'on va incriminer. Il n'est pas le chef de l'État. Non. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi cet extrait de prof Bongeli. Merci de loin pour avoir également publié dans la revue africaine de la démocratie et la gouvernance. Chers amis, je crois que je vais être bref. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Et sûrement beaucoup de choses vont encore être dites. Et je sais par la magie des réseaux sociaux que nous sommes suivis. Et sur le continent, nous sommes suivis en Europe. Nous sommes suivis en Amérique. Nous sommes suivis en Europe parce que lorsqu'il a fallu, c'était le temps de la campagne électorale, en ce qui me concerne, je m'y étais particulièrement rendu et la question qui était à l'ordre du jour, c'est qu'il fallait toucher à la Constitution sur la question de la nationalité. Nos collègues et nos compatriotes qui étaient à Paris, que j'avais rencontrés pendant la campagne, eux, ils insistaient là-dessus. Il fallait absolument, ils ne pouvaient pas perdre leur nationalité congolaise d'origine. Et je les salue même de loin, c'est parce que nos compatriotes, ils sont également nombreux, qui sont maires de communes françaises, et le prof Mabaka le sait. Ils ont dit qu'ils interviendront dans ces débats parce que pour eux, sur cette question-là, elle est essentielle, la question des nationalités et bien d'autres. Je devrais dire c'est ceci. Le débat, c'est un débat intellectuel. Ce matin, avant même que je vienne ici, des personnes ont fait circuler la photo du professeur André Mbata, qui se contredirait, qui ferait ceci, qui ferait cela.
Mais tous les concepts dont nous allons parler, et dont tout le monde parle à longueur de journée, même ceux de révision constitutionnelle, changement de constitution, mais ce sont les concepts inventés par les doctrinaires. Nous pouvons donner à un concept le sens que le commun des mortels n'a pas. Et c'est de la doctrine, c'est l'autorité en matière scientifique. Je peux dire une chose aujourd'hui et la renforcer demain, cela relève de l'autorité dont nous jouissons. Ce n'est pas une autorité qui vient de... On n'a pas besoin de canonisation pour cela, mais c'est une autorité qui nous vient également de Dieu. C'est nous qui définissons les concepts. Tous les concepts dont on révision, c'est nous qui les définissons. Ce sont les scientifiques qui les définissent. Et ça fait parfois mal quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas scientifique à ce niveau-là, qui dit je veux engager tel professeur, je veux un débat avec tel, mais ça fait quand même des problèmes. Je vais dire 2 ou 3 choses sur ce que j'ai écrit, parce qu'ici il faut parler de l'article qui sort dans la Revue africaine de la démocratie et la gouvernance. La Constitution du 18 février 2006, quelle perspective? Ici, ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution, comme toute œuvre humaine, on peut la toucher. On peut la toucher, elle n'est pas parfaite. Si l'homme lui-même est imparfait, comment est-ce qu'il ferait une constitution qui serait imparfaite, intouchable? Ce n'est pas possible. Et quelqu'un a dit ici, la constitution, elle n'est pas éternelle. La constitution n'est pas immuable. Et ce sont les professeurs de droit constitutionnel et des sciences politiques, de sociologie qui vous le disent. Elle n'est pas immuable. Elle peut changer, elle change. Paul Valéry écrivait il y a quelques années, « Ô pauvre civilisation, nous savons maintenant que vous êtes mortels. » Mais si les civilisations sont mortelles, les constitutions sont aussi mortelles. Elles naissent. Elles atteignent l'âge de maturité, comme c'est le cas de la nôtre, la Constitution du 8 février 2006. Elles se développent. Mais après, elles peuvent aussi tomber. Si les hommes eux-mêmes sont mortels, mais les constitutions qui sont œuvres des hommes le sont également. Donc on peut y toucher. Et on ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir sur sa constitution. On ne peut plus faire ces fatwas-là de l'Église au temps du Moyen-Âge, où on avait condamné Galilée. Le temps de ces fatwas-là n'existe plus. Vous ne pouvez pas dire ne réfléchissez pas. Nous interdisons tout débat, mais ça c'est un coup d'État contre la nation et contre le peuple. Et puis le débat qu'on entend, le bien fondé. Mais qui peut apprécier le bien fondé d'une constitution? Et on entend certaines personnes qui vont vous dire non, écoutez, avant de parler de ces choses, construisez d'abord la route de Mokali. Avant ça, donnez-nous d'abord de l'électricité. Est-ce que c'est la Constitution qui vous bloque? Non, la Constitution n'a rien à voir avec tout cela. Les Français ont révisé cette année leur constitution, leur texte constitutionnel, pour introduire le droit à l'avortement. C'est-à-dire que chaque femme peut tuer pratiquement. C'est le droit à l'avortement, quel que soit l'âge de la grossesse. Une semaine, même si c'est 10 mois, c'est permis en France. Les deux chambres réunies, les deux chambres françaises réunies ont adopté, ils ont amendé la révision sur le droit à l'avortement. Mais il n'y a pas tous ces discours qu'on entend ici. Non. En Afrique du Sud et dans d'autres pays, il y a eu plusieurs dizaines d'amendements. Vous n'entendez pas tous ces discours-là. La Constitution est une œuvre humaine, on peut y toucher. Elle évolue. Je vais également dire un mot sur les dispositions intangibles. Les dispositions intangibles.
l'article 220. Et ça, je l'ai dit également dans l'article qui sort dans la revue. Je touche un point ou l'autre que j'ai abordé dans la revue. Mais l'article 220, je qualifie ça comme une disposition intangible expresse. Mais ce n'est pas l'unique disposition intangible dans la Constitution, il y en a plusieurs autres. Commençons par l'article 1er, qui dit « La République démocratique du Congo est dans ses frontières tel, un État indépendant et souverain. » Mais c'est le premier article intangible. Parce que vous ne pouvez pas toucher à la Constitution aujourd'hui et dire que la RDC cesse d'être un État indépendant, que la RDC cesse d'être un État souverain, mais pourtant on ne l'a pas dit à l'article 220. Plusieurs dispositions au titre 2 qui parlent des droits de l'homme et des citoyens. Mais elles sont intangibles. Le droit à l'égalité, le droit à la liberté d'expression, ce sont des dispositions intangibles, mais de façon non expresse. Je reviendrai à la fin lorsque je vais conclure pour donner ma position sur ces dispositions intangibles. J'ai aimé la distinction faite par le collègue Ngondankoy au sujet de la révision et du changement. Quelle est la différence? Voilà des questions qu'on devait prendre scientifiquement en charge. Quelle est la différence entre la Constitution, entre le changement de Constitution et la révision? Quand est-ce qu'on cesse d'être dans une révision constitutionnelle et on entre dans le changement de Constitution? Mais tous ceux qui commentent à longueur de journée ne savent pas répondre à ces questions-là. Combien de dispositions est-ce qu'il faut, à combien de dispositions il faut toucher pour qu'on dise qu'il y a eu changement de Constitution? Parlons même de l'article 220. C'est une question que je posais à mes étudiants qui sont aussi présents dans la salle et que je salue. Mais si on enlève un article, quelque chose de l'article 220, est-ce qu'on a changé de régime? Scientifiquement et théoriquement. Est-ce que si on enlève quoi? On vous dit pluralisme, on ne peut pas toucher au pluralisme politique et syndical. On ne touche qu'au pluralisme syndical dans toute la Constitution. Est-ce qu'on a changé de république? Est-ce qu'on a changé de république? Le nombre et la durée des mandats du président de la République. On maintient le nombre, mais on augmente la durée. Est-ce qu'on a changé de république? Ou bien, on maintient la durée, mais on change de nombre. C'est tout ce qu'on touche à cette provision-là. Est-ce qu'on a changé de république? Est-ce qu'il y a changement de constitution? Donc voilà des questions sur le plan théorique qui intéressent les juristes sur le constitutionnalisme ou d'autres. Les Français sous la Ve République, le président a été élu, l'élection est devenue une élection à suffrage universel. Le nombre de mandats a été réduit en France. Mais on est toujours sous la Ve République française. Et le prof Ngondankoy il a dit, mais le changement de constitution au sens absolu n'existe pas. Qu'on cesse de perdre le temps à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est un changement? Le changement au sens propre, il n'existe pas. Parce qu'il y a des dispositions qu'on va toujours apprendre, qu'on va toujours prendre. Tout ce chapitre-là des droits de l'homme que nous avons, ça fait une 50aine d'articles. Le changement n'existe pas. Ou le changement absolu n'existe pas. Et parce que ce sont les spécialistes qui inventent des concepts. En Suisse, on dit qu'une révision constitutionnelle peut être totale. Il parle de la révision constitutionnelle qui peut être partielle. Il faut la différence entre révision constitutionnelle partielle et révision constitutionnelle totale. Donc
voilà comment le sens que le concept revêt. Donc je disais, les dispositions constitutionnelles ne sont pas immuables et ne sont pas éternelles. Et je l'ai dit récemment aussi. Comme un ancien séminariste, je l'ai dit, nous croyons que la Bible était parfaite. On n'y touchait pas. C'est tout ce qu'on nous avait appris pendant des années quand nous voulions devenir prêtres. Mais lorsqu'on a changé la prière que nous avons reçue du Seigneur, notre Père, on change. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas. On a consulté qui pour changer le Notre Père. L'opportunité de changer le Notre Père, pour ne plus dire, ne nous laisse pas entrer en tentation, on ne dit plus, ne nous soumets pas en tentation. Mais tous ceux qui ont récité le Notre Père pendant des millénaires sont donc allés en enfer. Mais voilà, le droit canon est changé régulièrement. Et il n'y a pas de consensus, on va d'abord s'entendre, on se met ensemble, non. Quand on discute ces questions-là, il n'y a pas de dialogue, on va d'abord dialoguer, il faut un consensus, il n'y en a pas eu pour le Notre Père. Or, il n'y a pas de prière plus universelle que Notre Père. Donc, beaucoup de choses changent. Et nous-mêmes, quand à l'époque, mais un prêtre, quand il disait la messe, il ne regardait pas les fidèles. Il était toujours tourné vers l'autel, il ne regardait pas. Mais aujourd'hui, nous dansons dans les églises. Nous dansons dans les cathédrales. C'est d'ailleurs devenu les endroits les plus intéressants pour danser. Donc les choses changent. Parlant donc de l'intangibilité, j'ai dit un mot là-dessus. Vous lirez davantage, j'espère qu'on va payer la revue, que vous allez la payer parce que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Mais vous allez lire. Donc, tous ces éléments-là sont détaillés. Même les dispositions intangibles, le débat a eu lieu entre deux grands Français. C'est le débat entre Favoreux et le doyen Georges Vedel. Est-ce qu'on peut interdire à un peuple de revenir sur ce qu'il a décidé? Est-ce que c'est démocratique? Si nous disons que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, à un moment donné, il a dit que cette disposition, elle vaut pour nous. Mais quelques années après, il change. Est-ce qu'on peut le lui interdire en sciences politiques ou en droit? C'est une question théorique. Je crois que je vais lire certaines, je vais répondre à cela, parce que tout le monde aime, nous aimons beaucoup la France. Nous aimons beaucoup la France et nous aimons beaucoup la langue française, que nous préférons même à nos propres langues. Je vais vous citer quatre sources pour lesquelles je m'oppose à ce qui a été dit là-dessus. Sur le plan doctrinal. D'abord, il y a du côté français la déclaration des droits de l'homme de 1793 plutôt, qui dit qu'un peuple a toujours la liberté. Au nom de la souveraineté, il ne peut revenir sur ce qu'il a dit. Le changement de la Constitution ou le remplacement, on ne peut pas en parler dans le texte. Le texte ne peut parler que de la révision. Et pour le reste, un peuple peut par référendum, il peut décider de revenir. Et d'ailleurs, notre disposition intangible est trop vaste. Plusieurs matières, alors que les Français, dans la loi de 1884, ils ne retiennent que la forme républicaine de l'État. Mais nous, on a cité tout. Et ça sont des dispositions qu'on pourrait revoir. Donc je voudrais finir pour dire que le peuple a toujours, c'est lui le souverain, on ne peut pas lui interdire, sauf pour des raisons politiques, on ne peut pas lui interdire de décider comme il veut se gouverner lui-même. Et tout ce qu'on suit ailleurs, c'est pratiquement de la manipulation ou de la politisation du débat. Pour revenir sur la révision de la Constitution,
Je crois que c'est le professeur Lumano qui l'a dit ici. Plusieurs personnes se sont opposées à cette constitution avant le référendum. Avant le référendum et pendant le référendum. Parmi ceux qui s'étaient opposés, c'était notamment l'UDPS. L'UDPS s'était opposé. Mais après, l'UDPS s'est incliné. Parce que dans la démocratie, il faut accepter la voix majoritaire, mais il s'y était opposé. Malgré cela, il y a eu un vote oui. La constitution a été promulguée par le président Kabila à l'époque, le 18 février 2006. 12 jours après, une organisation s'est opposée à la constitution. 12 jours après la promulgation de la constitution, la Senko était la première à s'opposer à la constitution. Et a demandé, qu'on puisse y revenir, que le Parlement puisse y revenir. Vous aurez les détails et les sources dans l'article qui va suivre. C'était le 4 mars 2006. La Senko trouve que c'est une tâche, elle utilise le mot prioritaire. C'est une tâche prioritaire. Et aujourd'hui, on nous dit autre chose. Et à l'époque, on ne parlait pas d'opportunité. Après la promulgation de la Constitution, nous, au niveau du Parlement, des collègues députés ont voulu quand même qu'on revoie, qu'on touche à la Constitution. Pendant la campagne électorale, plusieurs candidats présidentiels se sont prononcés là-dessus, y compris et notre président de la République. Donc c'est dans la logique des choses. Et le président fait d'ailleurs les choses de la meilleure façon possible. Ce n'est pas lui qui change la Constitution ou qui la révise, selon les termes qu'on emploie. Il dit qu'il va mettre en place une commission. Mais quand on a révisé, quand on a touché indirectement, même à l'article 220, il n'y a pas eu de commission. Donc je voudrais, chers amis, chers collègues, qu'on puisse rendre ce débat scientifique, qu'on continue sur le plan scientifique, qu'on n'entre pas dans d'autres débats qu'un collègue appelait les débats des caniveaux. Ce sont des concepts constitutionnels et une société doit savoir écouter son élite. Et toutes ces personnes qui sont devant vous, qui ont publié dans la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, ils font partie de cette élite-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour le reste, je souhaite que chacun puisse se procurer la revue. C'est 387 pages. Les détails, les données et tout ça se trouvent dans la revue. Bon, on va vous le dire tout à l'heure. Pour nos amis de la presse et d'autres, c'est souvent difficile d'accepter un débat quand quelqu'un n'a pas lu. C'est gênant. Est-ce que vous ne pouvez pas venir à un débat avec tel? Si la personne n'a pas lu, je vais faire quoi? Avec tout le respect que je vous dois. Donc, commencez par acheter. Vous allez trouver des articles très intéressants de nos aînés. Je suis assez âgé ici, je vois les aînés, je compte seulement le prof Ndaïwa. Les autres sont mes jeunes frères ou mes collègues. Donc, et le prof Lumano également. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour cette assistance qui est vraiment nombreuse. Le modérateur va annoncer qu'il y aura un court débat. Le débat sera également court parce que vous n'avez même pas encore lu la revue. Vous ne l'avez pas encore acheté. Comment on va discuter? Nous allons organiser d'autres manifestations parce que pour poser telle question ou d'autres, ils nous ont écrit ici. Leurs écrits sont ici. Donc peut-être un court échange et après on va partager un verre de sucré. Mais pour le reste, je tiens à vous remercier de votre attention. Il dit qu'il y a plusieurs autres sens qui sont abandonnés et on ne retient que le sens qui a recueilli la majorité du super pouvoir de voter. Deuxième remarque, notre constitution a été approuvée par référendum populaire. Ici, on a dit qu'on peut toujours la toucher. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on ne touche pas une constitution comme on touche un ouvrage de doctrine. Parce qu'il s'agit d'une loi. Quelles que soient les faiblesses qu'elle peut avoir,
À partir du moment où elle est approuvée par le peuple, elle est promulguée par le président de la République, elle devient une loi et on ne peut la toucher, comme l'a dit l'abbé de Sieyès, qu'avec des mains tremblantes. Parce qu'une fois que vous commettez une faute, la Constitution va vous prendre. Il y a des infractions qui sont prévues dans cette Constitution. Donc on ne peut pas réviser une Constitution comme on veut. On la révise d'après les règles qui sont prévues dans la Constitution elle-même. Troisième remarque, oui, on reproche à cette Constitution le fait qu'elle aurait été élaborée à l'étranger. On a même cité ici que ça a été à l'université de Liège. On a aussi dit que notre peuple n'a jamais été associé à l'élaboration de cette Constitution. Et là, il a été associé à l'adoption. Mais jamais dans le monde, vous pouvez lire l'histoire de chaque pays, vous ne verrez 100 millions de Congolais se mettre ensemble pour élaborer une Constitution. C'est toujours une partie des gens, une commission constituante qui élabore, et la Constitution est adoptée soit par les représentants du peuple au Parlement ou au Congrès, soit approuvée par le peuple. Et ici, je dois corriger quelque chose qui a été dit ici. Le pouvoir constitutionnel originel, le peuple congolais, a commencé à se prononcer sur nos constitutions depuis 1964. La constitution du 1er juin 1964 a été adoptée au référendum populaire. Même celle du 24 juin 1967, au référendum. La troisième constitution adoptée au référendum, c'est la constitution de 2006 que nous avons. Nous sommes ici devant les étudiants, il faut vraiment, historiquement, restituer les choses telles qu'elles se sont passées. Et pour des raisons de vérité historique, la constitution actuelle a bénéficié, certes, de l'apport d'experts étrangers. On se compris les collègues de l'université de Liège. Et il n'y avait pas que eux. Il y avait des juges constitutionnels étrangers, comme Pierre Mazot, qui était l'ancien président du Conseil constitutionnel français. Il y a même le professeur Mbouge du Sénégal, qui a été un des artisans. Mais il n'a fait qu'accompagner des Congolais qui ont siégé à Kisangani, à Simisimi, sur mandat du Sénat, parce que le Sénat avait reçu le pouvoir de par l'accord global inclusif de Sun City et de par la constitution de la transition de 2003, le mandat d'élaborer l'avant-projet de constitution. Et pour ça, le Sénat a d'abord fait une consultation, a envoyé des sénateurs, chacun dans sa circonscription, pour poser la question au peuple sur les options fondamentales que j'ai rappelées tout à l'heure. La dénomination de l'État du pays, la forme de l'État, le régime politique et le quatrième point, je l'oublie. Et c'est sur base de cette consultation et le découpage territorial, voilà. C'est sur base des réponses recueillies auprès de la population, en tout cas un échantillon représentatif, que le projet a été élaboré ici même dans ce palais du peuple, adopté par le Sénat. Puis c'est parti à l'Assemblée nationale qui l'a adopté comme projet qui a été soumis au référendum populaire. Donc, historiquement parlant, c'est ça le processus d'élaboration de la Constitution actuelle. Maintenant, après avoir lu tous les articles, faut-il réviser ou changer? J'ai dit tout d'abord ici qu'en remarque générale, c'est pratiquement impossible de parler de changement d'une Constitution lorsque tous les articles n'ont pas été modifiés, et de manière substantielle. Nous avons 229 articles dans la Constitution. Pour parler véritablement de changement, il faut que tous les 229 articles aient été changés, modifiés de façon substantielle, de façon à nous donner une Constitution tout à fait nouvelle. Or, cela est impossible. D'abord parce que tout n'est pas jeté dans une Constitution. La plupart des articles que nous avons ici viennent de 1960. Et sur ce point, les constitutions de 2006 n'avaient pas inventé la roue. Et deuxièmement, lorsqu'on a changé certaines dispositions majeures, comme celles relatives à la forme de l'État, au régime politique, et que nous, les doctrinaires, on s'amuse à parler de changement de constitution, parce que comme l'a rappelé le professeur Mbata, tous ces termes-là, c'est nous qui les inventons, mais la réalité, c'est qu'en ce moment-là, ce n'est pas l'ensemble des articles de la Constitution qui ont été modifiés, ce ne sont que quelques articles que nous, doctrinaires, nous considérons que c'est des articles majeurs, et s'ils parviennent à modifier un élément substantiel comme la forme de l'État ou le régime politique, en ce moment-là, nous nous amusons à dire qu'on a changé de constitution. Mais
en théorie générale, en règle générale, tant qu'on n'a pas modifié tous les articles de la Constitution, il est difficile de parler vraiment scientifiquement d'un changement de Constitution. Voilà pourquoi je dis la révision, c'est l'option qui est prévue par la Constitution. D'ailleurs, la Constitution n'a pas dit qu'elle est parfaite. C'est justement parce qu'on reconnaît le caractère, on va dire, imparfait de certaines dispositions, et c'est aussi pour l'adapter à l'environnement qu'il a été prévu qu'on peut réviser la Constitution. Mais il y a une procédure de révision de la Constitution. Il y a des autorités qui sont habilitées à prendre l'initiative. Il y a des autorités qui sont habilitées à voter la révision elle-même. Mais ce pouvoir de révision est limité parce qu'il y a des dispositions qui concernent les limitations fondamentales et les limitations formelles. Ça veut dire que le pouvoir constitutionnel dérivé, qu'est l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, ne peut réviser la Constitution que dans le respect des articles 219 à 220. 219 dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège ou l'état de guerre, on ne peut pas la réviser pendant l'intérim présidentiel, on ne peut pas la réviser pendant que l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent dans l'impossibilité de siéger. Et l'article 220 énumère des matières qui ne peuvent pas faire l'objet de révision constitutionnelle. Les gens s'attardent souvent sur le nombre et la durée du mandat du président de la République, mais il y a des éléments beaucoup plus importants là-dedans. Par exemple, quand on dit que la forme républicaine de l'État ne peut pas être révisée, ça veut dire que nous ne pouvons plus passer d'une république à une monarchie, par exemple, à une dictature que nous avons connue. C'est pour ça que l'article 1er proclame que la République démocratique du Congo est un État de droit démocratique. Donc cet article ne peut pas être modifié parce que c'est l'article 220 qui l'interdit. Quand l'article 220 dit on ne peut pas réviser la forme représentative du gouvernement. Ça veut dire quoi, forme représentative du gouvernement? Ça veut dire que tout le système institutionnel qui gère l'État est issu de la volonté du peuple. Donc, le pouvoir qui ne vient pas de la volonté du peuple n'est pas le pouvoir démocratique. Donc, modifier la Constitution, dans le sens, par exemple, de supprimer l'élection du président de la République, ou l'élection des députés, ou l'élection des députés provinciaux, c'est violer cette disposition-là, parce que là, on a modifié la forme représentative du gouvernement. Donc, pour ne pas aller plus loin, la révision est prévue elle-même, mais la révision ne peut se faire que dans le respect des limites et des limites formelles et fondamentales qui sont mises en place. À propos des droits fondamentaux, nous avons une constitution n'est constitution que parce qu'il comporte deux parties. Ce que Georges Bugueau appelait deux comptes. Le compte gouverné et le compte gouvernant. Le compte gouverné, c'est l'ensemble des droits fondamentaux qui nous sont reconnus. Et le compte gouvernant, c'est tout ce qui concerne l'organisation et l'exercice du pouvoir politique. Nous avons dans notre Constitution 6 titres. Le titre premier concernant les dispositions générales, le titre deuxième concerne nos droits fondamentaux, le titre troisième, l'organisation et l'exercice du pouvoir, le titre quatrième, la répartition des compétences, le titre cinquième et le titre sixième. Le titre cinquième, vous êtes dans les institutions d'appui à la démocratie. Le titre sixième, sur la révision de la Constitution, non, sur les traités et accords internationaux. Et le titre septième, sur la révision et les dispositions françaises. Donc, les titres, si je prends le titre deuxième, par exemple, qui est le titre qui nous concerne, les droits fondamentaux, jamais nous n'avons connu une Constitution aussi généreuse en matière de droits fondamentaux. Ça dépasse la loi fondamentale du 16 juin 1960 sur les libertés publiques. Ça dépasse la Constitution du 1er août 1964, celle du 24 juin 1967, toutes celles que nous avons connues pendant la transition sur les droits fondamentaux. Tenez, le droit à la vie est affirmé dans toutes les constitutions, mais la manière dont il est affirmé à l'article 206, c'est jamais entendu. Parce qu'on proclame d'abord que la personne humaine est sacrée. Et quand on reconnaît le droit à la vie, on a supprimé l'exception qui donnait le fondement constitutionnel à la peine de mort. Parce que dans les constitutions antérieures, on disait, sauf dans les cas et les cas et les formes prévues par la loi.
Et c'est ça qui donnait à la peine de mort un fondement constitutionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de fondement constitutionnel à la peine de mort. Et de ce point de vue, avec les collègues Mata, on est tout à fait d'accord, la Constitution actuelle est abolitionniste de la peine de mort. Sur le droit à l'égalité, on est allé jusqu'à affirmer la parité entre hommes et femmes, ce qu'on n'avait pas avant. Nous avons à l'article 61 une liste des droits qui sont considérés comme indérogeables, ce qu'on appelle le noyau dur des droits fondamentaux. Ce que nous n'avions pas avant. Et on ne peut pas déroger, on ne peut pas violer ces droits-là, quelles que soient les circonstances. Que ce soit pendant l'état de guerre, l'état de siège, jamais nous n'avons obtenu ça auparavant. Et puis j'irai plus loin. Nous n'avons jamais obtenu dans aucune constitution dans ce pays ce que j'appelle le fait cliquet, qui est à l'article 220, alinéa 2. C'est-à-dire qu'il est interdit de réviser la Constitution pour diminuer les droits fondamentaux. Le titre 2 de la Constitution, chers collègues, et le premier vice-président l'a dit ici, peut-être, le titre 2 de la Constitution, on ne dit pas que les droits fondamentaux ne peuvent pas être révisés. On peut les réviser, mais jamais dans le sens de les diminuer. On peut réviser ce titre pour augmenter ces droits fondamentaux. Soit la liste, soit les garanties qui sont prévues. C'est un effet cliquet. C'est-à-dire, à partir du moment où on a atteint un certain niveau dans la protection des droits fondamentaux, il ne faut plus faire un recul en arrière. Il ne faut plus légiférer à rebours des progrès qu'on a déjà atteints. C'est d'ailleurs ça, la recherche de la démocratie. Et donc, vous avez là le titre 2 de la Constitution qui ne peut pas être révisé dans le sens de la réduction. Quand on parle de changement des constitutions, va-t-on réviser tous les titres 2 concernant les droits fondamentaux? Est-ce que quand le président de la République a lancé cette idée, est-ce qu'il avait dans sa tête l'idée que nous allons modifier même les titres 2 concernant les droits fondamentaux? Enfin, je termine par la question de procédure. Comment procéder? Même ceux qui prônent aujourd'hui le changement des constitutions, que ce soit dans l'hypothèse où on a révisé tous les articles, ou dans l'hypothèse où on n'en révise que quelques articles fondamentaux, comme par exemple ceux qui sont verrouillés. Comment on procède? On dit que le président de la République peut, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, parce que c'est lui qui juge finalement comment la chose se passe, il peut appeler le peuple au référendum. Parce qu'on dit, bon, un peuple peut toujours changer ce qu'il a changé. Il faut refonder la République démocratique du Congo. On devrait recourir à quel type de mécanisme pour arriver à trouver un consensus? D'abord, les meilleures constitutions au monde sont les constitutions qui sont adoptées après les moments de troubles et les moments de crise parce que ça reflète réellement un consensus. Et si nous voulons faire un procès à cette constitution, il faut que nous puissions aller disposition par disposition pour nous rendre effectivement compte si les belligérants, qui devraient, comme on a dit ici, le partage des gâteaux, ont agi effectivement dans le cadre de partage des gâteaux. Parce que le débat de la limitation de pouvoir, il y a ce que le professeur Bouchab appelle les clauses de suspicion. Les multiples clauses de suspicion contenues dans cette constitution prouvent également à suffisance que même si cette constitution devrait tenir compte des aspirations, des égos des uns et des autres, mais en réalité, cette constitution a tenté de vouloir répondre aux aspirations des Congolais. Est-ce que, comme on a le professeur Godanko l'a dit, si nous devons aller disposition par disposition, du premier titre, deuxième titre, en réalité, nous voulons réviser la Constitution, les véritables raisons de la révision constitutionnelle peuvent se retrouver déjà dans ce qui est considéré comme clause de suspicion. Et clause de suspicion, aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé de la coalition FCC et CACH, c'est un problème de conception. C'est vrai que la dimension de l'hyper-présidentialisme, tout le monde voyait au président, dans les chefs du président Tshisekedi, c'est lui qui devrait tout balayer, alors que le président Tshisekedi n'avait pas une majorité. Il ne devrait pas tout balayer, il devait collaborer. Et donc, on était entre des réalités, une pression sociale qui veut à tout moment qu'on puisse parler parce qu'on en a assez du FCC et les autres. Et donc, si chacun de nous devrait se mettre dans le cadre de respect des dispositions constitutionnelles, comme Lambert Mende disait, les ciels n'allaient pas tomber.
Et donc, nous sommes encore dans des choses qui n'ont pas de problème de constitution, qui n'ont pas de problème de quoi. S'il faut réviser la constitution, c'est vrai, moi, j'ai beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai plaidé depuis longtemps pour les changements ou de la révision de la constitution, mais avec les arguments un peu plus solides. Parce que, par exemple, pourquoi on doit organiser les élections présidentielles chaque 5 ans et alors qu'on doit dépenser beaucoup d'argent et aussi on va perdre beaucoup de citoyens congolais après avoir dépensé beaucoup d'argent. Et parfois sans changer la gouvernance du pays. Et donc, il y a lieu que nous puissions réfléchir sur autres mécanismes de désignation, peut-être même vers une monarchie constitutionnelle, pour avoir un président de la République stable qui peut passer 10 ans, 20 ans et qui peut changer. Parce que lorsqu'on doit changer au sommet de l'État, on crée de nouveaux riches tous les jours, on crée la prédation, on crée tout. Mais si aujourd'hui, on peut laisser par exemple à quelqu'un comme Kabila ou président Tshisekedi 10 ans, 20 ans, à mon sens, il ne sera plus à la recherche effrénée de la richesse, il peut travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc on peut réfléchir autrement que de trouver des fondements. Je pense qu'avec le professeur Maba, on trouvera d'autres occasions, d'autres moyens pour discuter, parce que le fondement de son ouvrage me semble fragile et c'est encore discutable. Oui, j'avais dit qu'il y aurait débat quand vous aurez lu les articles. Bon, je voudrais dire quelque chose. Tous ces débats, malheureusement, il n'y a pas ça chez les anglophones ou l'affaire. On dirait que les francophones, vous jouez sur les sexes des anges. Vous n'êtes pas pratique. On n'a pas tous ces débats quand j'enseigne le droit constitutionnel en Afrique du Sud, l'Assemblée constituante, il faut passer par cette procédure. On n'a pas ça. C'est pourquoi j'étais en train de suivre. Ils ne sont pas anglophones. Oui, mais moi je suis. Dans tous ces débats, on n'a pas ça. C'est une perte de temps. D'abord, le débat sur le sexe des anges. Le prof, je ne vous réponds pas. Vedel, le prof ne m'en est pas dit. Mais sa commission, c'était tantôt comité Vedel, tantôt commission Vedel. Donc, n'insistez pas trop sur ces petites différences. C'est la même commission Vedel. Tantôt, c'est la commission Vedel, les Français eux-mêmes. Tantôt, c'est le comité Vedel. Donc, c'est un peu ça. Ce que je devrais dire aussi, c'est... L'étudiant a posé une question ici. Malheureusement, on n'est pas en bonne position. Parce que les concepts, c'est nous qui vous les enseignons. Donc on n'est pas vraiment, les profs d'université ne sont pas en bonne position, c'est nous qui enseignons ces concepts-là. Si je vous dis que c'est ça, maintenant j'augmente de ça, c'est l'autorité que nous avons. C'est-à-dire, par exemple, quand les Suisses, par exemple, les Suisses ne parlent pas de changement de constitution, ils parlent de révision totale. Ce sont les intellectuels suisses qui inventent ça. Et je voudrais vous demander une chose à votre niveau. Les profs à ce niveau, comme vous les avez ici, ce sont des... Je dirais, ils font un peu partie des divinités. C'est-à-dire, un professeur d'université, je peux dire, d'abord ce que vous avez dit là, moi j'écris, le prof Mbata écrit. Donnez-moi la source de ce que vous avez dit. Donnez-moi la source scientifique, c'est dans tel livre, publié tel jour, telle page. Vous savez le faire? Non, mais je vous dis scientifique. Donnez, je vois moi-même aussi, je vois sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Parce que le prof Mbata sait que toute constitution est révisable. Le prof Mbata sait que toute constitution est révisable. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, ils vont encore, je crois qu'ils vont arrêter. On reproduit, je ne sais pas, c'est écrit ou tapé à la machine. Le prof Mbata a dit, si vous faites ça, vous violez votre mère. Quelle est la source scientifique? C'est dans quel ouvrage?
C'est dans quel ouvrage vous inventez? C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de sources, vous vous taisez, vous êtes des étudiants. C'est quelle source, quel ouvrage, comme on vient de sortir ici, publié telle année. C'est ça le scientifique. Nous formons des étudiants, n'est-ce pas? Quand vous faites un travail de mémoire ou de licence, dites à ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, ne mettez pas seulement quelque chose d'appel. Le prof Mbata dans tel livre, parce que le prof Mbata écrit. Les scientifiques écrivent. C'est pourquoi je vous ai dit que les débats auraient mieux pris sa place après avoir lu. Les scientifiques ne sont pas sur les réseaux sociaux. Les scientifiques ne sont pas sur les Facebook. Le prof Mbata écrit, allez dehors, vous allez trouver, c'est pourquoi il est professeur extraordinaire. Vous comprenez, s'il vous plaît? Donc, il ne faut pas répéter ce que les autres, les militants du parti, ils font, non. Deuxièmement, je voudrais dire un mot sur... ce n'est pas un débat, le débat viendra. C'est très important ce que je vais dire. C'est très important. Il y a des principes que chaque pays connaît. Quand je disais à mes étudiants, qui savent que le président américain n'est pas élu au suffrage universel direct? Pendant que vous demandez le deuxième tour, nous demandons le deuxième tour. Qui savent ici que pour compter qu'un président américain est élu, sur 537 grands électeurs, c'est quand il a dépassé la barre de 200, autant il sera président. Qui savent ça? Qui savent ça? Le président américain, tout puissant qu'il est, légitime, il n'est pas élu au suffrage universel comme nous l'avons ici. Non. Même les présidents les plus légitimes, les plus célèbres, Nelson Mandela n'a jamais été élu au suffrage universel direct. C'est leur système. Le président sud-africain n'est pas élu à un tour ou à deuxième tour. Non, c'est leur système. Donc ne comprenez pas. Et ici, je crois, le livre que Kizerbo avait écrit, il est toujours intéressant. La natte des autres. Lorsque l'intellectuel, au lieu de s'engager dans les discours de la pensée, qu'elle soit sophistiquée ou pas, lorsqu'on dort sous la natte intellectuelle des autres, on fait les rêves des autres et on est foutu. Si on ne peut pas trouver mieux que ce que les Belges m'ont appris, si on ne peut pas trouver mieux que ce qu'on a appris en France ou en Italie, on est en train de dormir sous la natte des autres. Il faut remettre tout cela en question. Parce que toutes ces théories-là, même quand vous retrouvez dans les réunions de l'Association internationale des droits constitutionnels, donc on ne peut pas dormir sur la natte des autres, il faut s'inventer soi-même. Et nous ne pouvons pas faire une génération qui est en train de répétiteurs. Non. Il faut se poser des questions fondamentales. Si le président Tshisekedi demande actuellement d'aller au référendum, il aura commis quelle infraction? Il aura violé quelle loi? Non. Il soumet un texte directement au référendum. Il aura violé quelle loi? Quel référendum? Pour changer la Constitution? Non, le référendum est prévu sur plusieurs matières, sur toutes les matières. Non. Il aura violé quoi? Nous sommes des juristes. Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là maintenant, mais je vous laisse réagir parce qu'il y a des députés, des sénateurs ici. Si il n'est pas dit que pour aller, il faut aller à un référendum. Et si ce qui n'est pas interdit est permis, vous allez le condamner où? Si on l'amène, on va à la Cour constitutionnelle, vous allez me condamner sur base de quoi? Non, quand même. Donc, dans tous les cas, on vous donne le temps. Le débat va venir. Vous êtes déjà pris en charge par les intellectuels. Je tiens à vous remercier. C'est le moment pour le cocktail. Je remercie les collègues.
Je vous remercie tous. Les bonnes choses ne font que commencer. Et les intellectuels, les universitaires prennent les choses en charge par les réseaux sociaux. Je dois dire ce que vous trouverez également dans mon article. S'il vous plaît, la dernière chose. Changement ou quoi? J'ai dit ceci. Mais nous allons à la messe tous les jours et nous péchons tous les jours. Vous jeûnez tous les jours et vous péchez. Et la Constitution, chaque jour on est à la messe, hein, jeûne de 50 jours et prière, mais on pêche tous les jours. Vous croyez que la Constitution est au-dessus de la Bible? J'ai dit ceci, qu'au même cas nous-mêmes nous parlons, la réponse définitive, que ce soit pour le changement, elle viendra du peuple souverain. Elle ne viendra pas de l'universitaire que je suis, parce que je ne suis pas le peuple. Nous devons aussi être humbles. Quand je parle, je dis que c'est le prof Mbata qui parle. Mais ne dites pas le peuple, vous n'êtes pas le peuple. Et certains n'ont même pas été élus par le peuple. Nous avons été élus pour représenter le peuple. Nous pouvons voter, réviser la Constitution même sans vous. Mais oui, parce que... Mais oui, c'est la loi, je parle aux étudiants en droit. L'initiative vient du président de la République. On va dans les deux chambres, il juge du bien fondé. Pour être définitif, on va au référendum. Mais si les 3/5 sont réunis, est-ce qu'on va au référendum? Non. C'est ça le droit. C'est ça le droit. Donc le Parlement, c'est lui qui est mieux placé pour juger du bien fondé. Ce n'est pas un opposant qui a fait les élections ou qui a été battu à plate couture. Ce n'est pas non plus celui qui est sur un journaliste ou je ne sais qui. Ce sont les élus qui jugent du bien fondé et eux seuls. Donc dans le cas précis, je crois que le président de la République a fait mieux de choses que quiconque. Il a dit qu'il va mettre en place une commission. Attendons la commission. Nous, à ce stade, nous ne savons pas encore ce que la commission va proposer. Nous ne savons rien de ce que la commission va proposer. On ne sait même pas quelles sont les dispositions qui seraient concernées. On ne sait même pas. Alors pourquoi on va se prononcer à perdre le temps sur non, l'article tel, l'article tel. Et je voudrais dire ceci. Au Botswana, dans tous les pays où on applique le mandat, Namibie, l'Afrique du Sud, quand c'est 2 ans, la personne s'en va, il n'y a pas de disposition intangible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de disposition intangible dans la position du Botswana ou du Malawi pour que quand un président a fait un mandat, il parle. Non. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Dites à ceux qui sont sur les réseaux sociaux qu'ils peuvent maintenant se reposer. Dites aux TikTokers qu'ils peuvent se reposer parce que les professeurs d'université et les scientifiques ont pris des débats en charge. Je vous remercie. Sous le président Kabila, on met en place une commission chargée de l'évaluation de la Constitution de 2006. J'ai des documents dans mon sac là-bas. On arrête des dispositions. Quelles sont les dispositions qui devraient 1, 2, 3, 4. Et certaines de propositions qui ont été faites ont été intégrées dans la révision constitutionnelle de 2011. En 2013, quand nous nous réunissons ici, au Palais du Peuple, le professeur Lankoy, dans le cadre des concertations nationales, quel était l'objectif en réalité? Les non-dits, quand on s'était réunis ici. Je ne veux pas les dévoiler, mais nous sommes réunis en 2013 ici. Le non-dit, c'est que, à la limite, il fallait revenir à ce qui était déjà dit au moment de l'adoption de l'avant-projet, probablement un régime présidentiel, avec un vice-président, 1, 2, 3, 4. Ça continue. Donc, je voulais seulement dire que, voilà, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être j'ai fait la passe à mon aîné, le professeur Ndaïruel, qui a voulu le mettre dans le contexte et bon, l'état de siège, est-ce qu'il faut en parler, etc. Bon, heureusement qu'il a fait une ouverture, il faut consulter, il
s'il faut procéder à cette révision, on doit consulter les peuples. Alors, qu'est-ce que moi j'avais dit? Parce que j'ai déjà une position qui dit nous avons besoin de ces réformes. Les réformes doivent être globales. Parce que si, prenez par exemple la loi électorale, les entités dites décentralisées, si nous devons organiser les élections locales aujourd'hui au niveau des chefferies et secteurs, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de groupements que nous avons dans ce pays. Je ne sais pas si vous connaissez les nombres de secteurs et de chefferies que nous avons dans ce pays. Ça va vous faire plus ou moins plus de 10 000 conseillers locaux qu'il faudra, alors qu'on venait d'organiser des élections au niveau des communes, des chefs-lieux des provinces seulement, et on n'arrive pas à régler les problèmes. Vous savez ce qui est en train de se passer. Si vous voulez maintenant modifier ces échelons-là, dire non, les entités décentralisées, est-ce qu'on ne peut pas les remonter à un autre niveau plutôt que de les garder au niveau des chefferies et des secteurs? Vous ne pouvez pas le faire, ça ne se limite pas au niveau de la loi électorale. Vous devez toucher à la Constitution. Vous devez toucher à la Constitution. Vous voulez parler de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d'origine, mais ça ne va pas se limiter au niveau du discours. Il faut toucher à cette Constitution-là. Et même si le président a dit, bon, on doit changer le mode de scrutin de gouverneur de 2, 3, 4, vous devez y aller. Mais il y a des choses que nous devons faire, quelle que soit la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Sinon, prochainement, il n'y a pas d'échéance électorale que nous allons organiser dans la paix. Il y aura toujours des progrès. Voilà, moi, j'ai fait mon exposé, je suis parti de cette affirmation, on a besoin de ces réformes qui seront transversales d'autres textes. J'ai même donné la liste, une liste indicative des dispositions ou des questions qui devront être soulevées. Mais voilà, on ne s'est pas arrêté à ce niveau. Parce qu'on a parlé du chef de l'État, c'est depuis qu'il a parlé avec Sangani, puis Lubumbashi, et puis Kalemi, et même Isiro et Bouta, qu'il a affirmé cette volonté d'aller de l'avant dans la réforme de la Constitution. Et surtout, qu'il a pris cette précaution-là, de dire qu'il mettra en place une commission multidisciplinaire. J'espère que cette commission ne sera pas déséquilibrée comme nous sommes ici, où je me retrouve pratiquement seul et pris en otage par de la multitude. Mais l'avantage que nous avons sur la terre, c'est que nous, déjà ce jour-là, nous avions proposé la mise en place d'un organe consultatif chargé des réformes dans notre pays, et particulièrement de la loi fondamentale. Si le texte est là, vous allez voir ce que nous avons dit. Et nous avons pris comme exemple la constitution de Luabo, c'était d'abord une commission, on a commencé par là. Je venais de parler de la même constitution de 2006. On a commencé par une commission constitutionnelle qui est allée siéger à Simisimi, à Kisangani. Mais vous allez en France ou partout, on va vous parler du comité Balladur, du comité Jospin, du comité FEDEL, 1, 2, 3, 4, des commissions, des organes consultatifs qui ont été mis en place pour préparer justement les termes de référence qui devront servir à des réformes constitutionnelles. Donc nous avions déjà pris le devant en disant oui, c'est une rencontre des savants, les savants prennent le devant, renvoient la lumière pour que nous puissions adapter nos textes à l'évolution de nos réalités socio-économiques. Vous comprenez que nous allons demander, je ne vous provoque pas, les politiques vont prendre des décisions et ils vont demander aux juristes de les habiller de telle manière qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation. Ne nous négligez pas quand nous venons vous parler, vous voyez les politologues, vous dites, les décisions commencent par là, et nous disons en avant, les chers amis juristes, aidez-nous à ne pas créer plusieurs interprétations dans l'entendement que nous aurons fait. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, professeur Adolphe. Merci aussi. Des attributions du ministre de l'Intérieur dans ses rapports avec le gouverneur des provinces. Alors, dès d'abord, nous avons démarré notre réflexion par l'analyse du statut de la province.
nous avons commencé par les décrets-lois de 1998 pour relever le fait que sous les décrets-lois de 1998, la province était définie comme une entité administrative décentralisée et fonctionnait sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Même le gouverneur et leurs vices, leurs adjoints, étaient nommés bien sûr par le président de la République, mais sur proposition du ministre des Affaires intérieures. Alors, pourquoi nous avons commencé par les décrets de 1998? Parce que lorsque nous observons le fonctionnement des provinces aujourd'hui, la province, alors qu'elle est considérée par la Constitution du 18 février 2006 comme l'autre échelon de l'État, parce que l'État aujourd'hui est gouverné à partir de deux centres d'impulsion. Il y a le pouvoir central et la province. Si je vais exagérer, j'irai même jusqu'à considérer la province comme le concurrent du pouvoir central, puisqu'ils ont des compétences concurrentes. Et c'est les juges qui doivent les départager en cas de conflit. Seuls les juges. Donc, ils ont des compétences concurrentes et chacun a des compétences exclusives définies dans la Constitution. Et donc, la province, c'est le concurrent du pouvoir central et non une entité administrative décentralisée comme c'était le cas sous la loi ou sous le décret-loi de 1998. Alors, qu'est-ce que nous observons dans le fonctionnement des provinces? Lorsque vous observez les agissements du ministre de l'Intérieur, lorsque je parle du ministre de l'Intérieur, il s'agit de la fonction, il s'agit de l'institution. Ici, il ne faut pas voir l'individu, parce que nous l'avons vu avec des ministres successifs de l'Intérieur. Et donc, dans le fonctionnement des provinces, vous avez l'impression que le ministre de l'Intérieur, il s'érige en patron pratiquement des gouverneurs, pour ne pas dire gouverneur général. Il se permet de suspendre le gouverneur, il se permet de convoquer abusivement le gouverneur des provinces, la suspension des plénières des assemblées provinciales. Au Lualaba, nous avons assisté à l'autorisation d'un remaniement du gouvernement provincial par le ministre de l'Intérieur. Et donc, tous ces actes-là ramènent la province au décret-loi de 1998, alors que la province a des compétences exclusives. Lorsque nous évoquons, par exemple, le cas de la sanction, si sous les décrets-lois de 1998, il était permis au ministre de l'Intérieur de sanctionner Si sous les décrets-lois de 1998, il était reconnu au ministre de l'Intérieur de suspendre le gouverneur, de sanctionner, d'annuler les actes de gouverneur, et donc ce n'est plus le cas sous la Constitution du 18 février 2006 et a fortiori sous la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Parce que sous la Constitution de 2006 et sous cette loi, l'organe de sanction du gouverneur, c'est l'Assemblée provinciale. Et même lorsque le gouverneur agit comme le représentant du pouvoir central en province, le pouvoir central ne peut pas sanctionner l'individu, la personne du gouverneur. Il ne peut que sanctionner ses actes. Et même lorsqu'il est question de sanctionner le gouverneur, le pouvoir central ne peut passer que soit par l'Assemblée provinciale, soit par la Cour suprême de justice pour les déférer devant les juridictions compétentes. Et donc, nous avons considéré ces actes-là comme étant anticonstitutionnels et illégaux parce que sous la Constitution du 18 février 2006, un ministre de l'Intérieur ne peut pas autoriser le remaniement d'un gouvernement provincial réputé démissionnaire. Lorsque le gouverneur est mis en accusation, le vice-gouverneur n'achève pas le mandat du gouverneur. La loi électorale, elle est claire. Et même la Constitution, lorsqu'elle a été révisée en 2011, l'article 197 et 198
lorsque le gouverneur est révoqué par le président de la République, la Constitution a donné le délai de 30 jours pour organiser les élections. C'est un délai constitutionnel. Et donc, lorsque le gouverneur tombe, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Et donc, le vice-gouverneur qui reste à la tête de ce gouvernement, il expédie les affaires courantes. Un gouvernement provincial qui expédie les affaires courantes ne peut pas s'engager dans les politiques publiques à venir. Ce sont les affaires courantes. Et le délai légal est clair. D'ailleurs, la loi électorale a même parlé de 15 jours. On renouvelle le gouvernement provincial. On ne peut pas assister à un remaniement d'un gouvernement provincial par un vice-gouverneur, sur autorisation du ministre de l'Intérieur. D'abord, ce sont des matières relevant de la compétence exclusive de la province, un champ sur lequel le ministre de l'Intérieur n'a aucunement l'autorisation. Quelle est la base légale, quelle est la base constitutionnelle de l'autorisation du ministre de l'Intérieur pour remanier un gouvernement provincial? Ça n'a pas de base légale, ça n'a pas de base constitutionnelle. On a vu ici la Cour constitutionnelle réhabiliter des gouverneurs destitués par leurs assemblées provinciales. Quand un gouverneur est réhabilité dans ses fonctions, ça veut dire que la procédure de destitution a été irrégulière. Mais le gouverneur est réhabilité, le ministre de l'Intérieur, il bloque la situation. Et il saisit la CENI pour que la CENI puisse convoquer l'élection d'un nouveau gouverneur. Alors que la juridiction, la plus haute juridiction du pays en matière constitutionnelle, vient de réhabiliter un gouverneur. Et donc, les cas sont légion. Vous allez bien sûr vous en imprégner lorsque vous allez faire la lecture de ces numéros spéciaux. Nous avons évoqué autant d'exemples qui sont là-dedans et nous avons fait recours à la méthode comparative. Bien sûr, nous nous sommes inspirés des expériences des autres États en matière de décentralisation, en matière de fédéralisme. Nous avons un pays qui est mi-unitaire, mi-fédéral. Les répartitions entre les provinces et le pouvoir central ont été faites par la Constitution elle-même. C'est pourquoi, en cas de conflit, c'est les juges qui départagent. Et donc, si nous avons appelé, en fait, notre réflexion veut que l'on puisse réfléchir sur un encadrement approprié des attributions du ministre de l'Intérieur. Parce que j'ai l'impression que les spectres du décret-loi de 1998 continue de nous hanter. On considère les provinces comme des entités administratives décentralisées. Nous nous excusons pour les caprices techniques. Monsieur le modérateur, voici l'essentiel de ce qu'a été notre rapport par rapport à ces numéros spéciaux, par rapport au colloque sur le 18e anniversaire de la Constitution. Et pour le complément d'information, nous sommes là, nous pouvons toujours en discuter à côté. Et pour plus de précision, le numéro est là, il va sortir, et donc vous allez vous en imprégner, et ça va suffisamment édifier le public. Je vous remercie, je remercie les éminents professeurs qui sont ici devant. Je salue l'auguste assemblée. Merci beaucoup, que vive la République démocratique du Congo. L'organisation pour m'avoir invité à cette activité de l'Institut dont je suis depuis sa fondation membre, bien que je ne suis plus tellement informé du déroulement des activités. Je loue la qualité des débats que nous avons entendus ici. Je crois que c'est dans un cadre purement scientifique que les gens se sont exprimés sur des débats qui sont des débats en vogue, entre autres la révision ou le changement de la Constitution. Pour la révision, on a presque noté ici que tout le monde est d'accord que la Constitution elle-même prévoit sa révision et qu'elle est révisable. C'est le cas aussi pour, à mon avis, le changement possible de la Constitution. Il est constitutionnel, il est prévu dans la Constitution, à l'article 5, qui confère toute souveraineté au peuple. Et donc, lorsqu'il est souverain, on suppose l'exclusivité et l'autonomie. Donc, le peuple peut, y compris, changer la Constitution. J'ai un petit point de vue ici sur la question particulière qui nous a intéressés. Le professeur Gaspard l'a souligné. Avec beaucoup de pertinence, il y a aussi notre collègue, l'assistant, le nom... Janvier. Voilà. La question de gouverneur de province, je crois qu'il est nécessaire, avant
toute discussion de déterminer le statut du gouverneur. Souvent, on s'est contenté de dire le ministre de l'Intérieur n'a pas de pouvoir sur le gouverneur relève du principe du régionalisme, donc de l'exclusivité et de l'autonomie des matières de la province, mais je crois que le trait qu'a souligné le professeur Gaspard ici est assez intéressant. Entre autres, de noter la double facette du gouverneur. D'abord, qui n'est pas une institution, parce que à l'article 198 de la Constitution, c'est un membre d'une institution, le gouvernement provincial. Il n'en est que membre, il n'est pas institution en tant que telle, l'institution c'est le gouvernement. Mais ensuite, c'est ce gouverneur qui est investi par le président de la République. On a noté ici que c'est pour gérer et représenter le gouvernement central. Bien évidemment parce qu'il a accepté de gérer des biens qui ne relèvent pas des compétences exclusives de la province. Et c'est là que la révision de 2011 se justifie pleinement parce que l'on a estimé qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'alors que le gouverneur gère aussi les biens de l'État central, qu'il ne soit responsable que devant l'Assemblée provinciale et que le gouvernement central, pour sanctionner les abus que commettrait le gouverneur dans la gestion de son patrimoine, se doivent de passer par l'Assemblée provinciale qui peut aussi imposer ces caprices qui sont de nature tout à fait politique. Et là, on comprend dès lors que le gouverneur qui accepte l'investiture du président de la République, il devient un haut fonctionnaire en province parce qu'il représente l'État central. Et en cette catégorie-là, il se doit de se soumettre à certaines exigences des hauts fonctionnaires. C'est exactement à ce niveau qu'on permet au chef de l'État de le révoquer. Et cette révision a trouvé toute sa consistance dans notre nomenclature juridique. Et il est fort possible qu'on y pense clairement pour ne plus continuer à dire que le ministre de l'Intérieur n'a pas de pouvoir. Une certaine hiérarchie s'établit à ce niveau-là parce que la loi elle-même est claire, la loi sur la libre administration de province, elle le place comme gestionnaire de tous les services centraux de l'État placés en province. Et donc, il s'expose cette fois-là, y compris à la censure de l'État central. Et lorsqu'on a parlé ici de matières intangibles, le professeur Mbata l'a souligné clairement ici, la révision de 2011 a déjà touché l'une de ces matières intangibles lorsqu'elle permet à ceux qui étaient hier le pouvoir exclusif de l'Assemblée provinciale, donc l'élection et la démission du gouverneur, de devenir un pouvoir de partage à partir du moment que le chef de l'État aussi révoque le gouverneur. Je crois que c'est des pouvoirs de province qui ont été touchés. Mais c'est ce verrou qui pose problème. Vous vous rendez compte qu'on prenne tout un tas de matières d'une constitution, les droits de l'homme, la forme républicaine de l'État, les pouvoirs des provinces et des entités territoriales décentralisées, qu'on dise c'est verrouillé, on ne peut pas les modifier. Mais parce qu'on ne peut pas les modifier, et qu'aujourd'hui le droit à la vie est défini comme l'interdiction de l'avortement, et que si demain un droit de l'homme s'invite comme celui qu'on vient d'évoquer ici, dans la 26e révision de la Constitution française, est-ce qu'on va dire qu'on laisse ça comme cela où on va rencontrer les besoins de ceux qui voudront disposer librement de leur corps? C'est exactement là la place de changement de constitution parce que beaucoup de matières refusent d'être révisées. Et lorsque la société évolue et que les nouveaux droits de l'homme s'invitent au chapitre, l'unique issue que nous avons, c'est de changer la constitution. C'est ça cette possibilité. Et donc, parce que c'est un débat scientifique, je crois que nous avons, une fois de plus ici, à saluer la pertinence des débats que nous avons écoutés ici, et à la suite desquels nous saluons l'honneur qui nous est fait de baptiser ce livre. C'est la revue qui vient de sortir avec ces articles aussi pertinents que nous allons savourer. Et nous pensons que les intervenants, tout comme les organisateurs, nous offriront l'occasion d'un débat ouvert lorsque nous aurons lu exactement ce qui est contenu dans ce livre. Voilà, honorable professeur, une fois de plus, je vous dis merci. Et nous allons procéder au baptême. La revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, qui a son
11e volume nous propose la gamme de discussions qui nous ont été présentées ici. Et nous souhaitons donc bienvenue et souhaitons à vous tous bonne lecture. Merci beaucoup. Voilà, j'en prends 5. Merci. Je prends 5 pour moi-même et mon cabinet. Merci.